Mes parents ont donné mes 175 000 € d'études à mon frère. Mon père a dit, apprends un métier. Je n'ai pas discuté, je suis parti. 5 ans plus tard, il débarque à mon bureau. Ce qu'il y voit fait flancher les genoux de ma mère. Je m'appelle Victoire Lemoine. J'ai 23 ans. Votre frère a un réel potentiel. Tu devrais apprendre un métier, a dit mon père en signant un chèque de 175 000 € qui portait mon nom. De l'argent que mes grands-parents avaient économisé depuis le jour de ma naissance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai jeté aucune assiette dans cette cuisine. J'ai pris mon sac à dos, je suis sorti par la porte d'entrée avec 340 € en poche, et je n'ai jamais regardé en arrière. C'était il y a 5 ans. Mardi dernier, mes parents sont entrés dans mon bureau au 14e étage d'un immeuble dans le centre-ville de Lyon. Les genoux de ma mère ont fléchi, mais pas à cause du bureau d'angle, pas à cause des 40 employés. C'était la façon dont je la regardais, la façon dont on regarde un inconnu qui s'est égaré dans la mauvaise pièce. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans ce bureau, il faut savoir ce qui s'est passé à une table de cuisine à Clermont-Ferrand, 5 ans plus tôt, et le seul morceau de papier que mon père n'a jamais su exister. Laissez-moi vous ramener en mars 2020, la semaine où tout a changé. J'ai grandi dans une maison de style classique à 2 étages sur l'allée des Tilleuls à Clermont-Ferrand. Volet blanc, porche enveloppant, une boîte aux lettres que mon père repeignait chaque printemps parce que les apparences comptaient plus que tout dans le foyer Lemoine. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille de catalogues. De l'intérieur, nous fonctionnions comme une petite dictature. Et mon père, Gérard Lemoine, était celui qui tenait le marteau. Papa était directeur régional pour une compagnie d'assurance à Lyon. 40 minutes de trajet, mallette, pince à cravate, poignée de main ferme. Il contrôlait chaque centime qui circulait dans notre maison. Ma mère, Diane, n'a pas eu de carte de crédit à son nom avant l'âge de 46 ans. Cela devrait tout vous dire. Les règles n'ont jamais été écrites, mais elles n'en avaient pas besoin. Mon frère Marc, 3 ans de plus, 1,70 m de plus, et le centre incontesté de l'univers de mon père, avait le nouvel ordinateur portable chaque automne. Il était conduit au tournoi de baseball en 3 régions différentes. Il avait sa propre chambre quand j'ai été déplacé dans la chambre mansardée à moitié finie à 12 ans, parce que Marc avait besoin d'espace pour se concentrer. Moi, j'avais la vaisselle, le linge, l'attente silencieuse de devoir aider maman à faire tourner la maison pendant que les hommes poursuivaient des choses plus importantes. J'étais doué en dessin, vraiment doué. Mon professeur d'art, Madame Cala, m'a dit un jour que j'avais le type de conscience spatiale que les cabinets d'architecture recherchent. J'ai ramené à la maison un portfolio et une lettre d'elle recommandant un programme d'été à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, ANSA. Papa y a jeté un coup d'œil pendant peut-être 4 secondes. Dessiner des images n'est pas une carrière, Victoire. C'est un passe-temps. Il l'a dit sur le comptoir et n'en a plus jamais parlé. Mais le fond universitaire, celui-là était censé être différent. Mes grands-parents du côté de ma mère avaient ouvert 2 comptes UTMA, Uniform Transfer to Minor Act, l'année de la naissance de chacun de nous. Un pour Marc, un pour moi. 175 000 € chacun, accumulés sur 18 ans de cotisation et d'intérêts composés. Mon père l'a annoncé à Thanksgiving quand j'avais 15 ans. Il s'est tenu droit au bout de la table, verre de vin à la main, comme s'il faisait un rapport trimestriel. Mes 2 enfants ont une bourse complète qui les attend, a-t-il dit. 175 000 chacun. C'est leur avenir et personne n'y touche. Toute la table a applaudi. Tante Hélène, oncle Raymond, les cousins, tout le monde. Je me souviens avoir regardé le mur du salon après. Chaque cadre était celui de Marc, son trophée de Ligue Junior, son certificat de mention d'honneur, sa photo de balle de promo. Je n'avais qu'une seule photo sur ce mur, coincée dans le coin près du thermostat, une photo de famille de Noël de 2011 où la moitié de mon visage était masquée par l'épaule de mon père. Je me souviens avoir pensé, même à l'époque, que l'argent était la seule chose qui était vraiment égale. J'avais tort. S'il y avait une personne dans ma vie qui me faisait sentir que je n'étais pas invisible, c'était ma grand-mère Éléonore. Elle avait été couturière pendant 40 ans, dirigeant un petit atelier de retouche depuis son garage à Clermont-Ferrand jusqu'à ce que ses mains deviennent trop raides pour tenir l'aiguille droite. Elle avait cette façon de vous regarder pendant que vous parliez, comme si vous étiez la seule émission à la télévision. Personne d'autre dans ma famille ne faisait ça.
Pas pour moi, en tout cas. Grand-mère Éléonore a été celle qui m'a appris à esquisser. Pas des croquis d'école d'art, le genre pratique. Elle posait un patron sur sa table de coupe, et je le traçais à main levée pendant qu'elle épinglait. Tes mains et ta tête, Victoire, disait-elle, personne ne peut te les saisir. Elle est morte au printemps de mes 16 ans. Cancer des ovaires, rapide et impitoyable. Mon père n'est pas allé à l'enterrement, disant qu'il avait un conflit, ce qui, dans le langage de Gérard Lemoine, signifiait qu'il ne pensait pas que la mère de sa femme méritait un jour de congé. Ma mère se tenait seule devant le cercueil. Je me tenais à côté d'elle. Marc n'est pas venu non plus. Il était à une soirée de fraternité. Une semaine avant son décès, grand-mère Éléonore m'a serré contre elle dans sa chambre d'hôpital. Sa voix était à peine là, mais sa poigne était de fer. Elle a dit, « J'ai mis quelque chose de côté pour toi. Pas grand-chose, mais c'est à toi. À personne d'autre. Un homme nommé Richard Fournier te trouvera quand tu seras prête. » Je pensais qu'elle parlait de bijoux, ou peut-être d'un couvre-lit sur lequel elle travaillait. J'avais 16 ans. Je ne savais pas ce qu'était une fiducie, trust. Après l'enterrement, j'ai trouvé une petite boîte en bois qu'elle m'avait laissée. À l'intérieur se trouvait sa trousse de couture, un mètre ruban usé sur les bords, et un morceau de papier plié avec un nom et un numéro de téléphone. Richard Fournier, avocat. J'ai glissé ce papier dans mon portefeuille derrière ma carte d'identité scolaire, et je n'y ai plus pensé. Pas avant 2 ans. Marc est rentré de l'université l'automne de ma dernière année, comme un homme qui venait de découvrir la religion, sauf que son évangile était l'argent, et son profit, c'était lui-même. Il était à l'université du Connecticut, UConn, depuis 3 ans à l'époque. Sa moyenne générale se situait aux alentours de 2,3, ce que je savais seulement parce que je l'avais surpris à se disputer avec le bureau du registraire au téléphone une nuit. Mais à l'entendre raconter les choses à table, il était en train de réseauter, de construire une marque personnelle et de jeter les bases de quelque chose de grand. Mon père gobait ça comme la communion. Un samedi matin début mars, Marc est apparu à la maison vêtu d'un blazer que je n'avais jamais vu auparavant. Banana République. Étiquette de prix toujours pendante de la couture intérieure comme s'il voulait que quelqu'un le remarque. Il avait une impression dans un classeur en plastique, peut-être 8 pages, interligne double. Il appelait ça son plan d'affaires. J'étais dans la cuisine à laver la vaisselle du petit déjeuner quand il s'est assis en face de papa à table et a commencé son discours. Il avait besoin d'un MBA, a-t-il dit. Un programme de premier ordre, puis un capital de démarrage pour une start-up après ça. Quelque chose dans le conseil numérique, digital consulting, quoi que cela signifie. Il avait fait les calculs, a-t-il dit. Investissement total nécessaire, environ 175 000 €. J'ai coupé l'eau. Papa, a dit Marc, se penchant en arrière sur sa chaise, sa cheville sur son genou. Soyons réalistes. Tu as 2 fonds d'éducation qui traînent. J'en ai besoin d'un. Et Victoire, je veux dire, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle dessine des images. Il l'a dit comme on décrit le passe-temps d'un enfant. Pas cruel exactement, juste dédaigneux, comme si je n'étais même pas dans la pièce, comme si j'étais à 1 mètre de distance avec de l'eau savonneuse coulant sur mes avant-bras. Et mon père, l'homme qui s'était tenu debout à Thanksgiving pour dire à toute la famille que chaque enfant avait 175 000 € qui l'attendaient, a regardé le plan d'affaires dans le classeur en plastique de Marc, a hoché lentement la tête et a dit, « Tu tiens peut-être quelque chose. » Il n'a pas regardé dans ma direction, pas une seule fois. Ils ont attendu une semaine entière pour me le dire, bien que je soupçonne que cela tenait plus aux formalités qu'à la courtoisie. C'était un dimanche matin. La cuisine sentait le café et le pain grillé, et la lumière passait par la fenêtre au-dessus de l'évier d'une manière plate et honnête qui rendait tout un peu trop réel. Mon père était assis au bout de la table. Marc était à côté de lui, les jambes croisées, sirotant dans l'une de ces tasses en céramique surdimensionnée que papa avait achetée chez Restauration Hardware. 28 € pour une tasse à café, mais Dieu nous garde de demander un jeu de crayon de couleur à 10 €. Assieds-toi, Victoire, dit mon père. Je me suis assise. Il n'est allé droit au but. Gérard Lemoine n'est jamais allé droit au but. J'ai pris une décision concernant les fonds d'éducation. Ton frère a besoin de capital pour son MBA. C'est une vraie opportunité, et je ne vais pas la laisser passer. Je consolide les 2 fonds sous son nom. Les 2 fonds, tous les 175 000 €.
Votre frère a un réel potentiel, a-t-il continué, redressant une serviette comme s'il concluait une affaire. Tu devrais apprendre un métier. Il y a de l'argent à gagner dedans. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai regardé ma mère. Diane Lemoine se tenait près de l'évier, les deux mains sur le bord du comptoir, le dos à moitié tourné. Elle fixait le sol. Pas moi, pas papa. Le carrelage, comme si elle essayait de mémoriser le motif des joints. Maman. Rien. Pas un mot, pas un regard. Juste le bruit du réfrigérateur qui ronronne et mon frère qui sirote son café comme si c'était un autre dimanche. Ta mère est d'accord, dit mon père. Et quelque chose entre ma mère et moi est mort là, sur ce carrelage de cuisine. Pas d'enterrement, pas de fleurs, juste le silence et l'odeur du pain grillé brûlé. J'ai regardé mon père. J'ai regardé Marc. Et j'ai dit un mot. D'accord. Puis j'ai repoussé ma chaise, me suis levé, et je suis monté. Ce mot m'a coûté 175 000 €. Mais ce que j'ai fait au cours des 48 heures suivantes à l'étuderait bien plus. Je ne suis pas parti cette nuit-là. Je sais que c'est ce que les gens attendent. La sortie spectaculaire, la porte qui claque, la voiture qui s'éloigne en crissant tandis que la bande-son monte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est un calcul. Il me restait 2 examens finaux, 2 jours. Si je partais avant la remise des diplômes, je perdrais la seule qualification que j'avais, un diplôme de fin d'études secondaires. Et sans cela, je ne serais même pas admissible à l'admission au Community College. Alors, je me suis assise dans ma chambre mansardée et j'ai fait la chose la plus pratique que j'avais faite. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cherché des locations de chambres à New Haven, ville fictive pour Poitiers, et j'ai fait une liste. Lundi, examen de français AP, réussi avec brio. Mardi, histoire de la râpée, les 3 heures les plus faciles de ma vie. J'ai traversé la scène du gymnase mercredi après-midi en toche bleu marine, serré la main du proviseur et pris mon diplôme. Personne de ma famille n'était dans le public. Gérard et Diane étaient au collège de Marc, de l'autre côté de l'État, à un événement de fin d'année, une réception pour les diplômés. Marc n'était même pas diplômé ce semestre-là, mais mes parents ne le savaient pas encore. J'ai franchi les portes du gymnase sous le soleil de juin, et je ne suis pas rentré chez moi. J'avais déjà fait mes bagages la veille. Un sac à dos, 3 changements de vêtements, mon ordinateur portable, un chargeur de téléphone, la boîte à couture de grand-mère Éléonore, et le papier plié avec le numéro de Richard Fournier toujours glissé dans mon portefeuille. C'était tout. Ma valeur nette totale, 340 € sur un compte d'épargne lié à une carte de débit à l'écran fissuré. J'ai laissé une note sur la table de la cuisine, la même table en chêne où ma grand-mère m'apprenait à tracer des patrons et où mon père avait signé mon avenir. Je pars. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. Vous avez déjà fait votre choix. J'ai appelé un VTC, je suis monté, et j'ai regardé les volets blancs de l'allée des Tilleuls disparaître dans le rétroviseur. 340 €, un diplôme d'études secondaires, la boîte à couture d'une grand-mère décédée, et un numéro de téléphone que je n'avais jamais composé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Poitiers en été est bruyante, humide et totalement indifférente à vos problèmes, ce qui, si vous avez 18 ans et que vous fonctionnez à l'adrénaline et au dépit, est exactement ce dont vous avez besoin. J'ai trouvé une chambre dans un appartement de 3 chambres sur l'avenue Wallon, fictif, 700 € par mois, salle de bain partagée, 2 colocataires que je n'avais jamais rencontrés. L'une était une étudiante en soins infirmiers nommée Brigitte qui travaillait de nuit. L'autre était un gars nommé Dorian qui jouait de la basse dans un cover band et n'était jamais réveillé avant midi. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais là. Personne n'a parlé de ma famille. J'aimais ça. J'ai trouvé un emploi de barista dans un café sur la rue du Faubourg dans la première semaine. Salaire minimum plus pour boire. Je me suis inscrite au lycée polyvalent de Poitiers pour le programme de graphisme d'automne. Les frais de scolarité étaient gérables, à peine, si je prenais des quarts de travail supplémentaires. Il a fallu 2 semaines avant que mon père n'appelle, non pas pour prendre de mes nouvelles, non pas pour demander où je dormais, mais pour me gronder. Son message vocal, parce que je n'ai pas décroché, était le suivant: tu fais ton dramatique, Victoire. C'est exactement le genre de comportement dont je parle. Reviens à la maison et nous examinerons un programme de cosmétologie, quelque chose de réaliste.
Il a laissé 3 autres messages ce mois-là, chacun plus court que le précédent, chacun plus en colère. Ma mère a appelé une fois tard dans la nuit. Elle chuchotait, ce qui signifiait que papa était dans la pièce d'à côté. Victoire, ma chérie, je m'inquiète pour toi. Ton père, il veut juste ce qu'il y a de mieux. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger les choses. Arranger quoi, maman? Il a donné mon argent. Une pause, puis, ton père sait mieux ce qu'il fait, ma chérie. Rentre juste à la maison. J'ai raccroché. Et j'ai compris avec une clarté qui ressemblait à de l'eau froide que ma mère ne me choisirait jamais. Non pas qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle avait passé 25 ans à laisser Gérard Lemoine prendre chaque décision de sa vie, et elle ne savait pas comment s'arrêter. Ce fut la nuit où j'ai supprimé Maison de mes contacts. Pendant ce temps, Marc a envoyé un message sur le chat de famille, celui que je n'avais pas encore quitté. Un seul message avec un emoji rieur. Devine quoi, l'artiste n'a pas supporté le monde réel. J'ai fait une capture d'écran, mis le chat en sourdine, et je suis retourné à mes études. Sur son Instagram la même semaine, un bar en terrasse à Manhattan, une bouteille de quelque chose de cher, la légende, vie de MBA, payé chaque centime, avec mes 175 000 euros. J'ai fermé l'application et ouvert mon manuel. Après 3 mois, je fonctionnais avec 4 heures de sommeil, du café noir, et une obstination que j'avais héritée d'une femme qui faisait des ourlets de robe de mariée dans un garage jusqu'à ce que ses jointures soient enflées et douloureuses. J'étais assise sur mon lit, le lit du bas parce que Brigitte avait réclamé le haut avant mon arrivée. En fouillant dans mon sac à la recherche d'un stylo, ma main a frôlé la boîte en bois. La trousse de couture de grand-mère Éléonore. Je l'ai ouverte comme on ouvre quelque chose de sacré. Lentement, prudemment, sachant déjà que cela allait faire mal. Le maître ruban, les aiguilles dans leur petit étui en feutre, et sous le papier plié. Richard Fournier, avocat. Un numéro de téléphone avec un indicatif de Clermont-Ferrand. Je le portais depuis 2 ans. Je n'avais jamais appelé. Cela avait toujours été quelque chose pour plus tard, pour une vague urgence future que je ne pouvais pas imaginer. Mais assise sur ce lit superposé avec 214 € restants sur mon compte et une facture de scolarité due dans 6 semaines, j'ai réalisé que c'était ça l'urgence. J'ai appelé le lendemain matin. Richard Fournier a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était calme et posée, le genre de voix que l'on développe après 40 ans à lire des documents juridiques à des familles en deuil. Il a dit qu'il avait essayé de me joindre. Il avait envoyé 2 lettres à la maison à Clermont-Ferrand au cours des 2 dernières années. Je ne les ai jamais reçues, ai-je dit. Une longue pause de son côté. Je vois. Nous comprenions tous deux ce que cela signifiait. Gérard les avait interceptés. Richard m'a demandé de venir à son bureau à Clermont-Ferrand. J'ai pris 2 bus pour m'y rendre. C'était un petit cabinet, juste lui et un parajuriste, dans un immeuble en briques avec des livres de droit sur toutes les surfaces et une lampe en laiton sur son bureau qui paraissait plus vieille que moi. Il m'a fait asseoir et m'a expliqué ce que ma grand-mère avait fait. Éléonore avait mis en place une fiducie révocable 4 ans avant sa mort, financée à hauteur de 12 000 € par ses économies personnelles. La seule bénéficiaire était moi, Victoire Éléonore Lemoine, et la fiducie était structurée pour être transférée lorsque j'atteindrais 18 ans et que je prendrais contact avec le fiduciaire. Richard était ce fiduciaire. Elle m'a dit que vous finiriez par appeler, m'a-t-il dit. Elle n'était juste pas sûre de quand. Il a glissé un chèque sur le bureau. 12 000 €. Et à côté, une copie du document de fiducie avec la signature de ma grand-mère en bas. Fine, tremblante, mais délibérée. Chaque lettre intentionnelle. J'ai tenu ce morceau de papier et pour la première fois depuis que j'avais quitté Clermont-Ferrand, j'ai pleuré. Pas à cause de l'argent, parce que quelqu'un avait planifié pour moi. Quelqu'un s'était assis avec un avocat et avait dit, ceci est pour Victoire, et personne d'autre n'a le droit d'y toucher. Mais Richard n'avait pas fini. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-il dit. Il a ouvert un dossier. Votre compte UTMA, les 175 000 €. J'ai pris la liberté de demander les relevés de transactions. En tant que bénéficiaire, vous y avez droit. Il a tourné le dossier vers moi. À l'intérieur se trouvait une impression, un courriel de Gérard J. Lemoine à la banque daté du 14 mars, donnant instruction d'un retrait total et d'un transfert des fonds de tutelle vers un nouveau compte au nom de Marc G. Lemoine.
Le courriel faisait 4 phrases. Aucune mention de mon éducation, aucune mention de moi, sauf comme numéro de compte. En vertu du droit du Puy-de-Dôme, fictif pour Connecticut, a expliqué Richard, un tuteur UTMA a une obligation fiduciaire d'utiliser les actifs au bénéfice du mineur. C'est vous. Ce que votre père a fait n'est pas seulement injuste, Victoire. C'est une rupture de cette obligation. Vous avez le statut juridique pour demander réparation. Mon estomac s'est serré. Alors je peux le récupérer? Richard a été honnête. Vous pouvez déposer une plainte, mais votre père devrait avoir les actifs à restituer. Et la litige prend du temps et de l'argent que vous n'avez peut-être pas. Je ne peux vous faire aucune promesse. Je suis resté assise là un long moment, fixant cette impression de courriel. Le nom de mon père, la date, le montant, froid, transactionnel, comme transférer des stocks entre entrepôts. Et puis j'ai plié l'impression, l'ai mise dans l'enveloppe avec le chèque de la fiducie, et j'ai dit, je ne vais pas le poursuivre en justice. Richard a levé un sourcil. Je ne veux plus de son argent, ai-je dit. Je veux le mien. Il a hoché la tête lentement. Le genre de personne qui respecte une décision qu'elle n'aurait peut-être pas prise elle-même. Le délai de prescription pour une rupture d'UTMA dans le Puy-de-Dôme est de 6 ans, a-t-il dit. Si vous changez d'avis, la porte reste ouverte. Je l'ai remercié. J'ai pris le chèque, le document de fiducie, et l'impression du courriel. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sous la pluie, tenant une enveloppe en carton contre ma poitrine. 12 000 € dans le Puy-de-Dôme. C'est à peine 4 mois de loyer. Mais c'était le premier argent de ma vie que quelqu'un me donnait parce qu'il croyait en moi, pas parce qu'il y était obligé. Je veux être honnête sur ce à quoi ressemblaient ces 2 premières années. Parce que je pense que les gens imaginent une sorte de montage de film, musique inspirante, timelapse de la fille au bureau, tout est doré et en croissance. Ce n'était pas comme ça. C'était peu glamour et épuisant. Et il y avait des semaines où la seule chose qui me faisait avancer était la peur de prouver que mon père avait raison. J'ai utilisé les 12 000 € stratégiquement. Les frais de scolarité au lycée polyvalent pour une année complète s'élevaient à un peu moins de 4 000 €. J'ai acheté un iMac reconditionné et une licence étudiante pour Adobe Creative Suite. Le reste, je l'ai rationné comme de l'eau dans un désert, comblé les loyers, le ticket de bus, la facture d'électricité quand Dorian a oublié sa part pour le 3e mois consécutif. J'ai obtenu mon diplôme du lycée polyvalent avec une moyenne de 3,94, en tête de la cohorte de graphisme. Cela m'a valu une bourse de transfert à l'université de Lyon, pas une bourse complète, mais assez pour couvrir 70% des frais de scolarité. J'ai rassemblé le reste avec un emploi à temps partiel sur le campus et des travaux de conception de logos en freelance trouvés sur Malte, fictif pour Upwork, 10 € de l'heure, parfois moins. C'est pendant mon premier semestre à l'université de Lyon que je suis entré dans un entretien de stage en studio et que j'ai rencontré Margot Dubois. Margot était la directrice créative d'un petit cabinet de design d'intérieur à Lyon. 12 employés, principalement des clients résidentiels, rien de tape à accent grave-l'œil. Elle avait environ 40 ans, des lunettes de lecture en permanence perchées sur sa tête et l'habitude de dire exactement ce qu'elle pensait, ce qui, dans un monde plein de Gérard Lemoine, était la chose la plus rafraîchissante que j'ai jamais rencontrée. Elle a feuilleté mon portfolio en silence pendant ce qui a semblé être 10 minutes. Puis elle a levé les yeux et a dit, « Qui vous a formé ?»« Ma grand-mère et YouTube. » Elle a failli sourire. « Votre travail spatial est brut, mais exceptionnel. Je ne dis pas ça souvent. » Elle m'a offert le stage. 20 heures par semaine, 12 € de l'heure, à compter du lundi. J'ai dit oui avant qu'elle n'ait fini la phrase. Et quelque part de l'autre côté de l'État, mon frère Marc, financé par mes 175 000 €, vivait une version très différente du potentiel. Je ne vérifiais plus ses réseaux sociaux, pas délibérément. Mais Brigitte suivait une connaissance mutuelle et les choses filtraient. Marc avait abandonné son programme de MBA après 1 an, avait simplement abandonné, pris les fonds restants et s'était tourné vers une start-up, une sorte de conseil numérique vague qui, d'après ce que j'ai pu voir, consistait principalement en un bureau de coworking et un profil LinkedIn plein de mots à la mode. Il avait loué une BMW série 3, loué un appartement en colocation dans le quartier de la Presqu'île, fictif pour Murray Hill, posté des photos de bars en terrasse avec des légendes comme « Construire l'Empire une connexion à la fois ». Mon père, quant à lui, disait à quiconque voulait l'entendre, « Mon fils est un entrepreneur à Paris ». Pas une seule fois,
d'après tante Hélène, qui était mon seul lien restant avec cette famille, n'a-t-on demandé de mes nouvelles. Margot m'a dit quelque chose à la fin de ce premier mois au studio. Nous nettoyions après une présentation client, roulions des plans, empilions des échantillons de tissu, et elle s'est arrêtée, m'a regardé de la manière dont ma grand-mère le faisait, et a dit « Je ne sais pas de quoi tu fuis, Victoire, mais quoi que ce soit, continue de courir. Tu vas quelque part. » Elle n'en savait rien, mais elle voyait assez. Je dois faire une pause ici une seconde. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été celui que votre famille a ignoré, celui qu'ils ont négligé, celui dont les rêves ont été classés sous irréalistes, je veux que vous sachiez quelque chose. Je vous vois. Et si cette histoire vous touche personnellement, prenez une seconde pour vous abonner. Pas pour moi. Pour la version de vous-même qui a besoin d'entendre ce qui s'est passé ensuite, car ce qui s'est passé en année 3 a tout changé. Maintenant, laissez-moi continuer. Au début de la 3e année, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une vie qui était entièrement mienne. J'avais 21 ans. J'étais passé à temps plein à l'université de Lyon, suivant une double charge de cours et travaillant 20 heures par semaine au studio de Margot. Mon appartement était un studio de 37 mètres carrés dans le quartier de Bel Air, fictif pour Frogolow. Rien de glamour, mais il avait une fenêtre donnant sur l'est, et j'avais poussé ma table à dessin contre elle, pour que la lumière du matin frappe mon travail juste comme il faut. Les murs étaient recouverts de moodboards, d'échantillons de tissu, d'études de couleurs. On aurait dit que quelqu'un y vivait qui construisait quelque chose, car quelqu'un le faisait. C'est alors que mon père a décidé qu'il avait besoin de moi à la maison. Pas parce qu'il m'avait manqué, pas parce qu'il avait changé d'avis. Parce que les Dupont, Jean et Carole, nos voisins d'à côté depuis 15 ans, avaient commencé à poser des questions. Où est Victoire ces jours-ci, Gérard? Je ne l'ai pas vue à l'église depuis des lustres. Est-ce qu'elle va bien? Mon père ne supportait pas les questions. Il n'avait pas de réponse polie pour une fille qui avait disparu, c'était une fissure dans la façade, et Gérard Lemoine ne faisait pas de fissure. L'appel est passé par ma mère, bien sûr. La voix de Diane était mince, répétée. Ton père aimerait que tu reviennes pour Thanksgiving. Les Dupont nous rejoignent cette année ainsi que certains collègues de ton père. Cela signifierait beaucoup. Traduction, ton absence devient gênante. J'apprécie l'invitation, maman, mais j'ai des projets. Un mouvement sur la ligne. Puis la voix de mon père, brusque et soudaine. Il avait écouté tout ce temps, probablement debout juste à côté d'elle, les bras croisés. Tu fais honte à cette famille, Victoire. Les gens demandent où tu es. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Et voilà. Pas es-tu en sécurité? Pas comment vas-tu? Mais qu'est-ce que je dis aux gens? Dis-leur la vérité, papa. Je ne reviens pas pour être un accessoire sur une photo de famille. Tu as pris une décision il y a 2 ans. J'ai fait la mienne. Il a raccroché. La ligne est devenue morte et je suis resté là dans mon petit appartement studio, les mains toujours contre mon oreille, mon cœur battant contre mes côtes. Pas parce que j'avais peur, mais parce que pour la première fois j'avais dit non à Gérard Lemoine, et le ciel n'était pas tombé. Mais mon père n'avait pas fini. En une semaine, le contrôle des dégâts a commencé. Gérard a envoyé un courriel, un message de groupe à toutes les tantes, oncles et cousins du côté Lemoine et à la moitié de la famille de ma mère qui se pliait encore à lui. L'objet était simplement « mise à jour familiale ». Je connais la formulation exacte parce que ma tante Hélène me l'a transférée sans commentaire, ce qui était sa façon silencieuse de dire « tu devrais voir ça ». Il était écrit « Chère famille, Diane et moi souhaitons aborder la situation de Victoire. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, Victoire a choisi de se distancier de la famille. Nous avons fait tous les efforts pour la soutenir et garder la porte ouverte, mais elle a refusé. Elle traverse une période difficile et a, franchement, quelques problèmes personnels que nous préférons ne pas discuter en détail. Nous demandons votre compréhension et vos prières pendant cette période. Des problèmes personnels. C'est ce qu'il appelait ça. Pas, j'ai pris son fonds universitaire. Pas, je lui ai dit d'apprendre un métier pendant que je finançais le style de vie de son frère. Des problèmes personnels. Le genre de langage vague et lourd qui permet aux gens de combler n'importe quel vide qui fait paraître le compteur sous son meilleur jour. Drogue, maladie mentale, un petit ami, une crise de nerfs, choisissez votre poison. Les appels ont commencé dans les jours qui ont suivi.
La cousine Rebecca a envoyé un SMS, « Je prie pour toi, ma belle. » L'oncle Raymond a laissé un message vocal sur le fait de se remettre avec Dieu, et tante Hélène, la seule assez sensée pour creuser, m'a appelé directement. « Chérie, ça va? Ton père dit que tu as des difficultés. Tante Hélène, je vous aime, mais s'il vous plaît, demandez à papa ce qui est arrivé à mon fonds universitaire, puis décidez qui a des difficultés. » Elle est devenue silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration. Le genre de respiration que les gens prennent quand ils recalculent tout ce qu'ils pensaient savoir. Elle a demandé à Gérard, je sais qu'elle l'a fait parce qu'elle me l'a dit plus tard. Sa réponse fut, c'est entre moi et mes enfants. Ce que les gens disent quand la réponse les fait mal paraître. Après cela, tante Hélène a cessé de demander, non pas parce qu'elle ne se souciait pas, mais parce que Gérard Lemoine avait passé des décennies à construire une structure familiale où le questionner était synonyme de le trahir. Et la plupart des gens choisissent le confort plutôt que la confrontation. Je ne pouvais pas me battre sur tous les fronts. J'avais 21 ans, je travaillais et j'étudiais, et je parvenais à peine à garder la tête hors de l'eau. Je n'avais pas l'énergie de mener une campagne de relations publiques contre mon propre père. Alors, j'ai fait ce que je faisais depuis l'âge de 12 ans, j'ai baissé la tête et j'ai continué à travailler. Mais j'ai conservé ce courriel. J'ai conservé le transfert d'Hélène avec l'horodatage et la liste complète des destinataires. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin. Je savais juste qu'un homme qui réécrit l'histoire une fois la fera à nouveau. Et la prochaine fois, je voulais des preuves. Marc a appelé un jeudi soir, 8 mois après le coup de théâtre de Thanksgiving. C'était la première fois que j'entendais sa voix en 2 ans et demi. Salut, ma sœur. Chaleureux, décontracté, comme s'il appelait pour prendre des nouvelles autour d'un café, comme si rien ne s'était passé. Marc, écoute, papa m'a parlé de toute l'histoire de Thanksgiving. Je pense que tu réagis un peu trop. Ce n'était que de l'argent, tu sais. Nous sommes une famille. Les familles règlent ce genre de choses. Juste de l'argent. 175 000 €. Mon éducation, mon avenir, l'héritage de ma grand-mère. Juste de l'argent. C'était 175 000 €, Marc. Mon 175 000 €. D'accord, techniquement, mais papa a fait ce qu'il pensait être le mieux, et honnêtement, il a fait une pause, et je pouvais l'entendre bouger, probablement en se penchant sur le canapé sur lequel il était assis. J'en avais plus besoin. Tu retombes toujours sur tes pieds, Victoire. Tu es débrouillarde comme ça. Débrouillarde ? Le mot que les gens utilisent quand ils veulent complimenter votre souffrance tout en s'attribuant le mérite de l'avoir causée. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer, lourd et impitoyable. Son ton a changé. La chaleur s'est drainée, remplacée par quelque chose de plus mince, de plus tranchant. Très bien, fais ton difficile. Mais je vais être honnête avec toi. Si tu maintiens cette histoire de rancune et que ça remonte aux gens de papa, si tu commences à ruiner sa réputation à cause d'un compte bancaire, je m'assurerai que tout le monde sache que tu es parti parce que tu ne supportais pas de ne plus être la préférée. Je m'assurerai que cette histoire colle. Voilà. Le vrai Marc. Pas le grand frère charmant. Pas le pacificateur de la famille. Le même enfant qui s'était assis à cette table de cuisine et avait dit qu'elle dessinait des images pendant que j'étais à 1 mètre de distance avec de l'eau savonneuse sur les bras. Marc, ai-je dit, et ma voix était si stable qu'elle m'a surprise moi-même. Je vais le dire une seule fois. Ne m'appelle plus, sauf pour t'excuser avec un chèque. Et même dans ce cas, appelle un avocat d'abord. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Mon visage, non. Ce fut la dernière fois que Marc et moi avons parlé pendant exactement 2 ans et 4 mois, jusqu'à ce qu'il se présente avec mes parents à mon bureau. La chose avec le fait de construire une vie à partir de rien, c'est que rien n'arrête d'essayer de vous rappeler d'où vous venez. Fin de l'année 3. Je courais à toute vitesse depuis presque 30 mois. Cours, le studio, travail en freelance le week-end. Un budget si serré que je pouvais le sentir craquer. Et puis, en l'espace d'une semaine, 2 choses se sont produites en même temps. Premièrement, mon plus gros client freelance, un groupe d'hôtels-boutiques pour lequel je faisais du travail de branding, a gelé tout son budget marketing. Contrat annulé, avec effet immédiat. C'était 1 400 € par mois sur lesquels je comptais. Deuxièmement,
La facture de scolarité pour mon dernier semestre à l'université de Lyon est arrivée. 4 200 € due dans 30 jours. Ma bourse couvrait le reste, mais cette partie était à ma charge, et mon compte d'épargne contenait exactement 611 €. Je me suis assise dans ma voiture, l'ancienne Citroën C3 que Margot m'avait prêtée de manière semi-permanente sur le parking d'un Carrefour Market à 23 h, et j'ai fait les calculs au dos d'un reçu. Chaque façon dont j'ai fait les chiffres, il me manquait quelque chose. Si je ne payais pas, je perdrais mon dernier semestre. Pas de diplôme. 3 ans de travail acharné réduit à un relevé indiquant incomplet. Et pour la première fois depuis cette table de cuisine, pour la première fois depuis presque 3 ans, j'ai entendu la voix de mon père dans ma tête. Pas un souvenir. Pire, un verdict. Peut-être avait-il raison. Peut-être que je n'étais pas faite pour ça. Peut-être que la fille qui dessine vraiment n'avait pas de réel potentiel. Peut-être que j'aurais dû rentrer chez moi quand il me l'a dit et m'inscrire à ce programme de cosmétologie et épouser quelqu'un de convenable et organiser des dîners de Thanksgiving pour les Dupont jusqu'à ce que je ressemble à ma mère. J'ai pris mon téléphone, ouvert mes contacts, fait défiler jusqu'à l'endroit où maison se trouvait, l'entrée que j'avais supprimée il y a 2 ans. Je me souvenais encore du numéro. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Puis j'ai regardé le siège passager. La boîte en bois était là. Je la gardais toujours dans la voiture, comme certaines personnes gardent un chapelet sur le rétroviseur. La trousse de couture de ma grand-mère, le mètre ruban, l'espace vide où se trouvait le numéro de Richard Fournier. Tes mains et ta tête, Victoire. Personne ne peut te les saisir. J'ai reposé mon téléphone. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Margot Dubois a répondu à la première sonnerie. Il était presque minuit et elle a répondu comme si elle attendait l'appel, ce qui, connaissant Margot, était probablement le cas. Elle m'avait vu maigrir. Elle avait remarqué les cernes. Elle n'a jamais rien dit directement parce que Margot respectait trop les gens pour raconter leur lutte, mais elle regardait. Elle regardait toujours. Margot, je suis désolé de vous appeler si tard. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Avez-vous des projets supplémentaires ? N'importe quoi. Je prendrai tout ce que vous avez. Je veux être clair sur ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que j'avais besoin d'argent. Je n'ai pas dit s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne cherchais pas la charité. Je cherchais du travail. Il y a une différence et elle compte. Margot est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, en fait, j'ai besoin de vous parler. Je quitte le cabinet. Mon estomac s'est serré. La seule chose stable dans ma vie professionnelle avait disparu. Je lance mon propre studio, a-t-elle continué. Design résidentiel et commercial. Je le planifie depuis 6 mois et j'ai besoin d'un designer junior à temps plein, salarié. Cela paie assez pour que vous terminiez votre diplôme, si c'est quelque chose qui vous préoccupe. J'ai appuyé mon front contre le volant et j'ai fermé les yeux. Pas parce que j'étais en train de craquer. Mais parce que pour la première fois en 3 ans, le calcul fonctionnait. Margot, pourquoi moi ? Parce que j'ai vu votre mise à jour de portfolio le mois dernier. Le projet Morrison ? Ce concept de hall d'hôtel ? Elle a fait une pause. Victoire, ce n'est pas du travail de niveau junior. C'est du niveau associé principal. Vous ne le savez juste pas encore. Elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a engagé. Elle a pris une décision commerciale basée sur ce qu'elle m'avait vu produire pendant 2 ans. Je n'ai pas reçu de coup de main. J'ai reçu une offre parce que je l'avais méritée. J'ai commencé le lundi suivant. Travail de conception pendant la journée. Cours 3 soirs par semaine et le samedi matin. 6 heures de sommeil si j'avais de la chance. Ce fut l'année la plus difficile de ma vie. Ce fut aussi l'année où tout a basculé. Tante Hélène m'a appelé un dimanche fin octobre, année 4. Elle avait une façon de donner de mauvaises nouvelles, comme un bulletin météo, factuel, mesuré, avec juste assez de chaleur pour vous faire savoir qu'elle se souciait de vous. Marc est rentré à la maison, a-t-elle dit. J'étais à ma table à dessin en train de dessiner des élévations pour un projet de restaurant. J'ai posé mon crayon. Sa start-up n'a pas marché, a continué Hélène. Quoi que ce soit, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait. C'est fini. La BMW a été saisie le mois dernier.
Il est de retour dans son ancienne chambre à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je veux être honnête à ce sujet. Ce que j'ai ressenti, c'est une étrange douleur creuse. Le genre que l'on ressent quand quelque chose que l'on a prédit finit par arriver et que l'on se rend compte qu'on espérait se tromper. Et papa, Hélène a soupiré. Ton père a refinancé la maison, a puisé dans son épargne retraite, a mis encore 30, peut-être 40 000 euros dans Marc pour le remettre sur pied. Ta mère a commencé à travailler comme caissière au Super U sur l'avenue Hébrard, fictif. Premier emploi qu'elle ait eu depuis avant ta naissance. Ma mère, Diane Lemoine, scannant des courses à 51 ans parce que son mari avait versé chaque centime que la famille avait dans un fils qui ne pouvait pas garder un emploi, ne pouvait pas finir un diplôme, et ne pouvait pas dire la vérité sur l'un ou l'autre. Est-ce que papa parle de moi, ai-je demandé. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé. Je pense qu'une partie de vous n'arrête jamais d'être l'enfant à la table de la cuisine regardant son père et espérant. Non, chérie, a dit Hélène doucement. Il dit aux gens que Marc se réorganise, que le marché va se retourner. Il ne parle pas du tout de toi. J'ai repris mon crayon et je suis retourné au travail. Pendant que mon père regardait son investissement être remorqué hors de l'allée, je signais mon premier bail, non pas pour un appartement, mais pour un bureau. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Lyon un samedi après-midi en mai. Magna cum laude, Bachelor of Fine Art in Design. L'auditorium était plein de familles. Des mères avec des bouquets de fleurs, des pères tenant des téléphones pour filmer la marche, de petits frères et sœurs se tortillant sur des chaises pliantes. La mienne était vide. Mon rang dans la section invitée avait 2 sièges réservés sous le nom de Lemoine, tous 2 non réclamés. Margot était assise au 3e rang. Elle portait un blazer bleu marine et ses lunettes de lecture sur la tête. Et quand ils ont appelé mon nom, Victoire Éléonore Lemoine, magna cum laude, elle s'est levée et a applaudi comme si elle essayait de combler le silence que ma famille avait laissé derrière elle. C'était suffisant. 6 mois plus tard, Margot et moi avons officialisé les choses. Nous y travaillions toutes les deux depuis 1 an. Sa liste de clients grandissait plus vite qu'elle ne pouvait gérer seule, et le travail que je produisais commençait à attirer ses propres références. Elle s'est assise avec moi dans le studio un soir après le départ du dernier employé et a dit « Je veux votre nom sur la porte ». Studio de design Dubois et Lemoine. Elle avait déjà fait rédiger l'accord de partenariat. 51% Margot, 49% moi. Juste, étant donné qu'elle apportait le capital et la réputation dans l'industrie. J'ai apporté mon portfolio, mes relations clients, et 8 000 euros que j'avais économisés au cours des 18 derniers mois. Nous avons signé devant un notaire un mardi. En 6 mois, nous avions dépassé le studio d'origine, embauché 3 employés, puis 7, puis 12. Margot s'occupait des clients résidentiels haut de gamme. J'ai développé une branche de conseil, des espaces d'entreprise, des concepts de restaurants, des hôtels-boutiques sous le nom de Lemoine Conseil Créatif, nichés sous notre parapluie commun. Le jour où j'ai vu mon nom de famille sur une porte en verre que je possédais non hérité, non emprunté, non donné, je suis resté là pendant 5 bonnes minutes, non pas pour l'admirer, mais pour y croire. Année 5. J'avais 23 ans, et ma vie ne ressemblait en rien à ce que quiconque dans cette maison de l'allée des Tilleuls avait prédit pour moi. Dubois et Lemoine avaient emménagé dans l'immeuble Goodwin, une tour de bureau d'avant-guerre à Lyon, rénovée de fond en comble. Le genre d'adresse qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Nous avons pris tout le 14e étage, 40 employés, des bureaux cloisonnés en verre, un laboratoire de conception, une suite de présentations clients avec une table en noyer pouvant accueillir 12 personnes. Nos revenus avaient triplé en 18 mois. Nous avions décroché des contrats avec des chaînes d'hôtels-boutiques à travers la Bretagne, fictifs pour la Nouvelle-Angleterre, 2 groupes de restaurants, et un campus d'entreprise redessiné pour une société d'assurance à Caen, fictif pour Stanford. Mon bureau d'angle donnait sur le Rhône. Sur le bureau en chêne, solide, lourd, le genre de meuble que l'on achète une fois et que l'on garde pour toujours, se trouvaient 2 choses. Une photographie encadrée de ma grand-mère, Éléonore, et la boîte à couture en bois, couvercle ouvert, le maître ruban toujours enroulé à l'intérieur. Aucune autre photo de famille, pas une seule. Puis début janvier, j'ai reçu un courriel du journal d'affaires de Lyon. Ils lançaient leur prix annuel 30 moins de 30 ans récompensant les jeunes chefs d'entreprise de la région. J'avais été nominé. La cérémonie de gala était prévue pour mars au centre des congrès de Lyon. 300 participants, couverture médiatique,
le genre de visibilité que mon père aurait tué pour que Marquet. J'ai lu le courriel 3 fois. Puis j'ai appelé Margot. Tu le mérites, a-t-elle dit. N'ose pas refuser. Je n'ai pas refusé. J'ai accepté, renvoyé le RSVP, et commencé à rédiger mon discours. J'avais prévu de remercier Margot, de remercier mes professeurs au lycée polyvalent et à l'université de Lyon, et de remercier la femme qui m'avait donné mes premiers 12 000 € et ma première leçon de croyance. Ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'aurais pas pu prédire, c'est que Lyon Business Journal publie ses profils de nominés en ligne 2 semaines avant le gala avec des photographies et les noms complets, et que Clermont-Ferrand n'est qu'à 35 km du centre de Lyon. C'est Benoît Dupont qui a mis le feu aux poudres. Benoît, Jean et Carole, notre ancien voisin d'à côté, le gamin qui jouait au football avec Marc dans le jardin, avait déménagé à Lyon après l'université et travaillait dans l'immobilier commercial. Il a vu l'article du JABL le jour de sa publication. Il a vu le nom. Il a vu la photo, le portrait professionnel que j'avais fait faire pour le site web de l'entreprise. Blazer, fond épuré, le genre d'image que mon père aurait encadré dans le salon si elle avait appartenu à Marc. Benoît n'a pas hésité. Il a transféré le lien à sa mère, Carole, avec une note, n'est-ce pas la fille des Lemoine ? Petit monde. Carole Dupont a envoyé un SMS à Gérard le soir même. Félicitations, Gérard. J'ai vu Victoire dans le Lyon Business Journal. Quelle merveilleuse réussite. Vous devez être si fiers. Je sais ce qui s'est passé ensuite parce que tante Hélène me l'a raconté des mois plus tard, reconstituant ce que Diane avait laissé échapper. Gérard a ouvert le lien sur le vieil iPad qu'il gardait sur le comptoir de la cuisine. Il a lu l'article en silence. Le profil détaillait tout. Cofondatrice de Dubois et Lemoine, 40 employés, clients majeurs, croissance des revenus, la nomination à 30 moins de 30 ans. Il y avait une citation de Margot qui me qualifiait de l'une des spatialistes les plus douées que j'ai rencontrées en 20 ans. Gérard n'a pas dit félicitations. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il a dit à Diane, qui se tenait près de la cuisinière, elle a eu de la chance. Le design est une bulle. Ça ne durera pas. Mais Diane, pour la première fois en 25 ans, n'a pas acquiescé. Gérard, dit-elle doucement. Elle a construit ça sans un centime de nous. Il n'a pas répondu. Il a posé l'iPad et a quitté la pièce. Marc était à l'étage dans son ancienne chambre à 26 ans, entouré de lettres de refus et de 60 000 € de dettes de carte de crédit. Il a vu l'article cette nuit-là sur son téléphone. Il l'a lu 2 fois. Puis il est descendu et a dit la seule chose honnête que je crois qu'il ait dite cette année-là, on devrait lui rendre visite. Peut-être qu'elle peut t'aider. La première réaction de Gérard fut de refuser. Il n'allait pas aller supplier à la porte du bureau de sa fille. L'idée l'offensait à un niveau structurel. Dans le monde de Gérard, les enfants viennent au père, pas l'inverse. Mais Marc savait quel levier tirer. Papa, pense-y. Si les gens découvrent que ta fille réussit si bien et que tu n'es même pas en contact, ça fait mauvaise impression. Bien pire que tout ce que Victoire pourrait dire. Il avait raison. Et ils le savaient tous les deux. Il ne s'agissait pas de renouer. Il s'agissait de l'apparence. Gérard avait besoin d'être vu comme le patriarche d'une famille qui comprenait une fille qui réussissait, pas l'homme dont la fille avait réussi malgré lui. Ils ont accepté de conduire à Lyon. Pas d'appel préalable, pas de rendez-vous, juste une visite surprise pour que Gérard puisse contrôler le récit. Entrer, serrer des mains, peut-être prendre une photo pour le mur du salon. La preuve que les Lemoine formaient un front uni. Ils ont quitté Clermont-Ferrand un mardi matin début mars. Gérard dans son meilleur costume, celui bleu marine, vieux de 15 ans, légèrement trop serré sur les épaules. Marc dans un chino froissé et un polo qui avait connu des jours meilleurs. Diane sur la banquette arrière serrant son vieux sac à main, les yeux rouges avant même d'avoir rejoint l'autoroute A71. 3 personnes et une pile des relevés de cartes de crédit de Marc, se dirigeant vers un bureau où il n'avait jamais été invité. Ce mardi matin, j'étais en avance, 8 heures. Le 14e étage était calme, juste moi, le bourdonnement du CVC, et la pâle lumière de Mars traversant les baies vitrées. J'avais mon discours pour le gala ouvert sur mon ordinateur portable, un brouillon que j'affinais depuis 2 semaines. La cérémonie était samedi, dans 4 jours. J'avais écrit et réécrit la partie centrale une douzaine de fois, la partie où je parlais de ma grand-mère.
Je veux remercier la femme qui m'a donné mon premier investissement, 12 000 € dans une boîte à couture, et qui m'a appris que le vrai potentiel n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre décide pour vous. Cette phrase, je la maîtrisais. C'était la suite qui me faisait trébucher. Combien dire, à quel point couper près de l'os sans que cela devienne une histoire à son sujet. J'ai pris une gorgée de café. Noir, comme toujours, dans une tasse en céramique que Margot avait fait faire sur mesure pour le studio avec notre logo sur le côté. Mon blazer était accroché à l'arrière de ma chaise. Lin blanc, la chose la plus chère que je possédais, acheté avec mon propre argent dans une boutique de seconde main à Villeurbanne, fictif pour West Hartford. Les boucles d'oreilles clous de ma grand-mère, de petits nœuds en or, étaient à mes oreilles. C'étaient les seuls bijoux que je portais jamais au bureau. J'ai regardé par la fenêtre le paysage urbain de Lyon, le dôme doré du palais de justice, le Rhône captant la lumière, les toits d'une ville qui ne me devait rien et qui m'avait tout donné quand même. Je n'avais pas pensé à mon père depuis des semaines, et j'ai réalisé que c'était la vraie victoire. Pas le bureau, pas le titre, pas la vue d'angle. Le fait que Gérard Lemoine n'occupait plus d'espace gratuit dans ma tête. Puis l'interphone a sonné. Mademoiselle Lemoine. La voix de Jeanne, fictive pour Jeannette, prudente et étrange. Il y a 3 personnes dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous. Ils disent qu'ils sont de la famille. Ma main s'est figée au milieu de la page. 5 ans. Pas d'appel, pas de lettre, pas d'excuses, et ils se présentaient simplement. Je sais que vous pouvez sentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce buzz sur l'interphone. Tout mon corps est devenu froid. Si quelqu'un de votre passé apparaît juste au moment où vous avez enfin tourné la page, vous savez exactement de quoi je parle. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand cette porte d'ascenseur s'est ouverte, appuyez sur le bouton j'aime si vous pensez que j'aurais dû les laisser monter, ou laissez une limite dans les commentaires si vous ne l'auriez pas fait. Voici ce que j'ai fait. J'ai réfléchi pendant 10 secondes. 10 secondes de silence. Le bout de mes doigts pressé contre le bord de mon discours. Le voyant de l'interphone clignotant en vert sur le téléphone de bureau. J'aurais pu dire non. J'aurais pu dire à Jeanne de dire que j'étais en réunion, que Madame Lemoine n'était pas disponible. S'il vous plaît, laissez une carte. Une partie de moi le voulait. Le moi de 18 ans, la fille à la table de cuisine, voulait verrouiller cette porte et ne jamais l'ouvrir. Mais le moi de 23 ans, celui qui avait construit cet étage à partir de rien, savait quelque chose que la fille ne savait pas. Fuir leur donnait du pouvoir. Les rencontrer sur mon terrain le reprenait. Faites-les monter, Jeanne. J'ai redressé mon blazer, j'ai tiré ma chaise jusqu'au bureau, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable, pour que l'écran n'affiche pas mon discours, et j'ai attendu. L'ascenseur s'est ouvert avec un doux carillon que je pouvais entendre à travers la paroi vitrée de mon bureau. Je ne suis pas allé à leur rencontre. Je suis resté exactement où j'étais. Jeanne les a guidés à travers le hall, devant le bureau d'accueil avec son logo en laiton, Dubois et Lemoine, monté sur un mur gris ardoise, devant le studio en plan ouvert où 40 employés étaient assis à leur poste, iMac, tablette à dessin, panneaux d'échantillons appuyés contre les bureaux. La lumière du matin filtrait. L'espace bourdonnait de compétences. Mon père est entré en premier. Costume bleu marine, vieux de 15 ans. Il tirait sur ses épaules et se plissait à la taille. Ses chaussures étaient cirées. Il avait essayé, mais c'étaient les mêmes Richelieu qu'il portait au mariage de ma cousine en 2017. Derrière lui, Marc, chino froissé aux genoux, un polo délavé, les mains dans les poches comme un adolescent convoqué chez le proviseur. Et derrière Marc, ma mère, Diane, plus petite que dans mon souvenir, serrant un sac à main Target à 2 mains, les yeux déjà rouges. Ils sont passés devant 40 personnes qui ne les connaissaient pas dans un bâtiment avec le nom de leur fille sur le mur, à travers un espace qui existait parce que j'avais refusé d'accepter la vie qu'ils avaient choisie pour moi. Jeanne a ouvert la porte de la salle de conférence. Parois de verre, table en noyer, 12 chaises, un écran d'affichage de 85 pouces et une vue sur le centre de Lyon pour laquelle on pourrait faire payer l'entrée. Mademoiselle Lemoine sera avec vous sous peu, dit-elle. Je leur ai laissé 2 minutes, pas pour être mesquine, parce que j'avais besoin de respirer. Puis je me suis levé, j'ai pris un bloc-notes légal et un stylo, le Mont-Blanc que Margot m'avait offert le jour où nous avions signé le partenariat, et je suis entré dans la salle de conférence. Ma mère m'a vu en premier. Elle a poussé un son, pas un mot, pas un cri,
quelque chose entre les deux, et ses genoux ont fléchi, ont réellement fléchi. Elle s'est agrippée au bord de la table de conférence d'une main et au bras de Gérard de l'autre. Gérard l'a stabilisée, mais son visage, je n'oublierai jamais son visage. C'était le regard d'un homme qui était entré dans un bâtiment s'attendant à trouver un passe-temps et qui avait trouvé un empire à la place. Marc fixait simplement le logo, la table, moi. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est ouverte à nouveau. Rien n'en est sorti, et moi, je les ai regardés tous les trois avec exactement l'expression que je donnerais à un client sans rendez-vous qui n'en avait pas pris. Professionnel, courtois, absolument vide de tout élément personnel. S'il vous plaît, ai-je dit, asseyez-vous. Puis-je vous offrir de l'eau ou du café? Ils se sont assis. Gérard au bout de la table. Par force d'habitude. Puis il a semblé réaliser que ce n'était pas sa table et s'est déplacé maladroitement sur le côté. Diane a pris la chaise la plus proche de la porte, comme si elle avait besoin d'une voie de sortie. Marc s'est assis entre eux, les bras croisés, les yeux toujours balayant la pièce comme s'il évaluait l'immobilier. Personne n'a pris le café. Gérard a parlé en premier. Bien sûr que oui. Vous avez bien réussi pour vous, Victoire. Il l'a dit avec un hochement de tête, un lent hochement de tête, celui qu'il utilisait pour les bulletins de Marc, comme s'il m'évaluait. J'ai toujours dit que vous étiez débrouillarde. Débrouillarde? Pas talentueuse, pas brillante. Débrouillarde. Le mot que l'on utilise pour quelqu'un qui survit malgré les obstacles que l'on a dressés contre lui. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 bonnes secondes, assez longtemps pour que cela devienne inconfortable. Puis, merci. Maintenant, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Gérard a cligné des yeux. Il s'attendait à de la chaleur, peut-être des larmes, peut-être la fille prodigue, reconnaissante de voir sa famille après 5 ans. Ce qu'il a eu, c'est une salle de conférence et une question à laquelle il devrait répondre honnêtement. Nous sommes ici parce que nous sommes une famille, a-t-il dit, se penchant en avant, ajustant ses manchettes comme s'il dirigeait une réunion. Nous avons laissé trop de temps passer. Votre mère et moi, nous voulons renouer. Mettre les choses derrière nous. Diane a hoché la tête, les yeux humides, les tamponnant avec un mouchoir qu'elle avait sorti de son sac à main. J'ai posé mon stylo sur le bloc-notes. Je n'ai rien écrit. J'apprécie que vous soyez venu. Puis Marc a éclairci sa gorge. Il a décroisé ses bras, posé ses coudes sur la table en noyer, cette table en noyer de 12 000 € et a essayé sa vieille voix d'école de charme. Victoire, je pourrais en fait avoir besoin de conseils. Des trucs de business. J'ai quelques trucs en cours et je pensais que tu pourrais peut-être y jeter un œil. Me donner ton point de vue. Quelques trucs en cours. 60 000 € de dette de carte de crédit et une vieille chambre à Clermont-Ferrand, c'était quelques trucs en cours. J'ai regardé mon frère comme Margot regarde un concept de design qui ne répond pas au cahier des charges. Marc, êtes-vous un client? Il a froncé les sourcils. Quoi? Si c'est une consultation d'affaires, je demanderai à Jeanne de vous prendre rendez-vous. Notre tarif est de 350 € de l'heure. La pièce est devenue très silencieuse. La mâchoire de Gérard s'est serrée. Une veine dont je me souvenais depuis l'enfance, celle au-dessus de sa tempe gauche, celle qui apparaissait avant qu'il n'élève la voix, a palpité une fois. J'ai posé une carte de visite sur la table entre nous. Victoire Lemoine, cofondatrice, Dubois et Lemoine Design Studio. Numéro de téléphone, courriel, pas d'armoirie familiale, pas d'histoire commune, juste les faits. Gérard a regardé la carte. Il ne l'a pas prise. Je suis heureuse de vous aider, ai-je dit, mais j'ai besoin de comprendre le cadre. Êtes-vous ici en tant que famille ou en tant que demande commerciale? Parce qu'en tant que famille, nous ne nous sommes pas parlé depuis 5 ans. J'ai fait une pause, et ce n'était pas mon choix. Le masque est tombé. Gérard s'est reculé de la table, les 2 mains à plat sur la surface en noyer, et toutes les années de composure soigneusement maintenues se sont fissurées en plein milieu. Assez de ce numéro d'entreprise, Victoire. Nous sommes tes parents. Nous avons conduit 2 heures pour te voir. Vous avez conduit 2 heures, ai-je dit. C'est plus d'efforts que vous n'en avez fait en 5 ans. Son visage est devenu rouge. La veine palpitait maintenant. J'ai pris une décision pour cette famille. J'ai fait ce que je pensais être juste.
J'ai regardé 2 enfants et j'ai mis l'argent là où il avait les meilleures chances de payer. Et regarde-toi. Tu t'en es remise. Tu vas bien. Sans remettre comme d'un rhume. Comme si 175 000 € n'était qu'un inconvénient mineur. Je devais marcher en boitant. Tu as pris 175 000 € avec mon nom dessus, ai-je dit. Ma voix n'a pas vacillé. J'avais répété cette phrase dans ma tête pendant 5 ans. Pas pour ce moment, mais pour moi. Pour la version de moi qui avait besoin de l'entendre prononcer à voix haute. Tu l'as transféré à Marc sans mon consentement. Ce n'était pas une décision de famille, papa. C'était une violation légale de ton devoir fiduciaire en tant que tuteur UTMA. J'ai choisi de ne pas te poursuivre en justice. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Le visage de Gérard s'est décoloré. Plus rouge, mais blanc, la couleur d'un homme qui vient d'apprendre que la personne qui l'a écarté comprend exactement ce qu'il a fait avec le vocabulaire juridique pour le prouver. Comment a-t-il commencé? J'ai demandé à un avocat de me l'expliquer. Le même avocat que grand-mère Éléonore avait nommé pour gérer la fiducie qu'elle avait créée en mon nom. Celui dont les lettres tu as interceptées. Silence de mort. La tête de Diane a pivoté vers Gérard. Quelle lettre a-t-elle murmuré? Gérard n'a pas répondu. Marc, qui rétrécissait sur sa chaise à chaque pouce, s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Le charme avait disparu. À sa place, quelque chose que je reconnaissais. Le désespoir. Victoire. Regarde, je suis dans une situation difficile, d'accord? Je dois environ 60 000 €. Principalement des cartes de crédit. Si tu pouvais juste me prêter quelque chose, un prêt relais, juste assez pour... Non. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Pas d'écho, pas de négociation. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Nous sommes du sang. Le sang ne vous a pas empêché de prendre mon avenir, Marc. Et il ne financera pas le tien. Il a regardé notre père comme il le faisait toujours pour obtenir un soutien, un renforcement, pour l'homme qui avait passé toute sa vie à soutenir l'enfant d'or. Mais Gérard fixait la table, la mâchoire serrée, toujours en train de digérer l'expression au devoir fiduciaire et le fantôme des lettres qu'il avait jetées à la poubelle. Puis ma mère s'est brisée, pas comme elle avait l'habitude de se briser, le genre silencieux, celui où elle pleurait à l'évier et prétendait que l'eau faisait rougir ses yeux. C'était différent. C'était une femme qui regardait enfin le coût total de son silence. Victoire, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, je sais que j'aurais dû dire quelque chose. J'étais là. J'ai vu ce qu'il a fait et j'avais peur. Ton père, il... Je ne savais pas comment. Maman, ai-je dit doucement. Pas chaleureux, pas froid. La façon dont on parle à quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous savez déjà. Je sais que vous aviez peur, mais vous étiez l'adulte. J'avais 18 ans. J'avais besoin d'une seule personne dans cette maison pour se lever pour moi. Juste une. Et vous avez choisi le silence. Diane s'est couvert la bouche avec les 2 mains et a sangloté. Le genre de pleurs qui vient d'un endroit si profond qu'il ne produit d'abord aucun son. Gérard n'a rien dit. Marc n'a rien dit. Et dans le silence, j'ai tendu la main vers le dossier que j'avais apporté avec moi, celui que je gardais dans mon bureau, celui que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans, mais que je n'avais jamais jeté. Et j'ai placé une seule feuille de papier sur la table devant mon père. Le courriel, son courriel daté du 14 mars, il y a 5 ans, de Gérard J. Lemoine à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, fictif pour First Niagara Bank, demandant un retrait total et un transfert des fonds de tutelle UTMA, 175 000 € du compte de Victoire. Lemoine vers un nouveau compte au nom de Marc G. Lemoine. 4 phrases. Aucune mention de mon éducation. Aucune mention de mon avenir. Juste un numéro de compte et une instruction. C'est ce que vous m'avez donné, papa, ai-je dit, un formulaire de retrait. Tout le reste, je me le suis donné. Gérard a regardé le papier. Sa main s'est dirigée vers lui, puis s'est arrêtée. Il ne l'a pas pris. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce que c'était. À travers les parois de verre de la salle de conférence, je pouvais voir 3 de mes designers jeter des coups d'œil discrets, le genre que l'on jette quand on entend qu'il se passe quelque chose, mais qu'on ne veut pas se faire prendre à regarder. Jeanne était à son bureau, faisant semblant de taper,
ses yeux se dirigeant vers la porte toutes les quelques secondes. 40 personnes dans cet étage et aucune d'entre elles ne connaissait les personnes assises en face de moi. C'était le but. Ma famille n'avait aucun pouvoir ici. Pas dans ce bâtiment. Pas à cet étage. Pas à cette table. Gérard Lemoine n'était pas un homme qui criait en public. Il gardait cela pour les cuisines et les portes fermées. Alors il était assis là dans un costume qui n'allait pas, dans un bâtiment qui n'était pas le sien, fixant un morceau de papier qui prouvait ce qu'il avait fait, et il n'a rien dit parce que pour la première fois de sa vie, il n'y avait rien qu'il puisse dire. Je me suis levé, pas vite, pas de façon spectaculaire. La façon dont on se lève quand une réunion a atteint sa conclusion naturelle et que tout le monde dans la pièce le sait. Je vais être honnête avec vous trois, ai-je dit. Je ne vous déteste pas. Vous haïr signifierait que vous avez toujours le pouvoir sur ce que je ressens. Vous n'en avez pas. Les yeux de Gérard étaient fixés sur la table. Marc tripotait la couture de son polo. Diane avait cessé de pleurer, mais sa respiration était saccadée, et elle tenait le mouchoir contre sa poitrine comme une compresse. Je ne prêterai pas d'argent à Marc. Je ne ferai pas semblant que nous sommes une famille heureuse pour les Dupont, et je n'accepterai pas une version de cette histoire où papa a investi sagement, et moi je m'en suis bien sorti. J'ai laissé cela s'installer. S'il doit y avoir une relation entre nous, elle commence par 3 choses. Des excuses sincères, pas celles qui commencent par « je suis désolé que vous vous sentiez ainsi ». La responsabilité de ce qui m'a été pris, non redirigé, non minimisé, non expliqué, et le respect pour la personne que je suis devenu sans vous. J'ai pris mon bloc-notes et mon stylo. Jusque-là, Jeanne vous raccompagnera. Gérard s'est levé. Sa mâchoire s'est contractée comme celle d'un homme qui a 100 choses à dire et sait qu'aucune d'entre elles n'aidera. Il a regardé autour de lui à travers le verre, au-delà des rangées de designers et de chefs de projet, vers le logo sur le mur du fond, vers le paysage urbain au-delà des fenêtres. Il mesurait quelque chose. La distance entre ce qu'il avait imaginé pour sa famille et ce qui s'était réellement passé. Il ne s'est pas excusé. Il a boutonné sa veste de costume, le bouton du milieu, le mauvais, de la manière que quelqu'un fait quand il ne réfléchit pas, et il s'est dirigé vers la porte. Marc a suivi, la tête baissée, les mains de nouveau dans ses poches. Il ne m'a pas regardé. Diane fut la dernière à se lever. Elle s'est déplacée lentement, s'agrippant à la chaise pour garder l'équilibre. Elle m'a regardé, vraiment regardé, comme elle ne l'avait pas fait depuis que j'étais enfant, et a dit très doucement, « Votre grand-mère serait fière de toi. » Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré, juste un peu, pas assez pour changer quoi que ce soit, assez pour le ressentir. Je le sais, ai-je dit. Jeanne a tenu la porte de la salle de conférence ouverte. Le son du studio est revenu en force. Clavier, un téléphone qui sonne, quelqu'un qui rit près du poste à café, le bruit ordinaire d'une entreprise qui fonctionne. Mon entreprise. Gérard a traversé le bureau ouvert avec ses épaules rentrées comme un homme essayant de prendre moins de place. Le costume bleu marine, trop serré, trop vieux, trop petit pour la pièce, traversait des rangées d'iMac, de bureaux debout et de photos de projets encadrés, et pas une seule personne n'a levé les yeux. Non pas parce qu'ils étaient impolis, mais parce qu'il n'était personne ici. L'ascenseur a carillonné, les portes se sont ouvertes, ils sont entrés. Gérard d'abord, puis Marc, puis Diane, qui s'est retourné au dernier moment et a regardé dans le couloir vers mon bureau. J'étais déjà en train de retourner à mon bureau, les portes fermées, et pour la première fois depuis 5 ans, je me suis autorisé à penser la pensée que je tenais à bout de bras depuis mes 18 ans. J'ai gagné. Pas parce que j'étais riche. Pas parce que j'avais le plus grand bureau ou le meilleur costume ou le logo sur le mur. J'ai gagné parce que j'étais dans une pièce que j'avais construite de mes propres mains et que les personnes qui avaient essayé de décider de mon avenir venaient de sortir sans rien. Après la fermeture des portes de l'ascenseur, je suis resté assise dans la salle de conférence pendant un long moment. Le courriel était toujours sur la table. Les 4 phrases de Gérard datant d'il y a 5 ans, imprimées sur du papier blanc uni. Je les ramassai, pliai le long du pli d'origine, et les glissai dans le dossier en carton. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai pas dit dans cette pièce. Quelque chose que je n'avais dit qu'à Margot et Richard Fournier. J'aurais pu poursuivre mon père en justice. Je peux toujours le faire. Richard avait le dossier prêt quand j'avais 21 ans. Rupture de devoir fiduciaire UTMA.
Gérard a retiré 175 000 € d'un compte de tutelle désigné pour mon bénéfice et les a redirigés vers un tiers, mon frère, à des fins qui n'avaient rien à voir avec mon éducation, mes soins de santé ou mon bien-être. En vertu du Code civil du Puy-de-Dôme, ce n'est pas une zone grise. C'est noir et blanc. Un juge aurait pu ordonner une restitution totale plus les intérêts plus mes frais juridiques. Richard avait les relevés de retrait, la correspondance bancaire, le courriel que je viens de montrer à Gérard prouvant que Gérard avait également intercepté le courrier légal qui m'était destiné, une infraction séparée et prouvable. Vous avez un dossier solide, m'a dit Richard quand j'avais 22 ans, assise dans son bureau avec le dossier ouvert entre nous. J'y ai pensé pendant 3 mois. Puis je lui ai dit non. Pas parce que j'avais pardonné à mon père et pas parce que l'argent n'avait pas d'importance. C'était 3 choses, et je serai honnête à leur sujet. 1. Gérard était presque fauché. Ses comptes de retraite étaient vidés, la maison avait été refinancée, et Marc avait brûlé tout le reste. Gagner un jugement contre un homme sans actif n'est qu'un morceau de papier coûteux. 2. Je ne voulais pas passer les 2 prochaines années de ma vie dans des salles d'audience, revivant le pire jour de ma vie devant des étrangers. 3. Et c'est celui qui comptait le plus. Je ne voulais pas être la femme qui a construit sa vie autour de 175 000 €. Je voulais être la femme qui a construit sa vie sans cela. Gardez le dossier, ai-je dit à Richard. Le délai de prescription est de 6 ans. Si jamais il essaie de réécrire cette histoire publiquement, je veux des preuves. Richard a hoché la tête. Il a compris. Le dossier est allé dans le tiroir de mon bureau, non pas comme une arme, mais comme une assurance. Les 175 000 € ont cessé d'être une question d'argent il y a longtemps. Ils sont devenus une question de qui j'allais être, et j'ai décidé que j'allais être quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Samedi est arrivé plus vite qu'il n'aurait dû. Le centre des congrès de Lyon était illuminé comme une cathédrale, baies vitrées, lustres de la taille de table à manger, 300 personnes en tenue de ville, remplissant une salle de bal qui sentait le lys et l'ambition. Le journal d'affaires de Lyon avait mis les bouchées doubles. Sculpture de glace, quatuor à cordes pendant le cocktail, un mur média avec le logo aux 30-30 ans où les nominés posaient pour les photographes. J'avais acheté un nouveau blazer pour l'occasion, bleu nuit, taillé sur mesure, la chose la plus chère que j'ai jamais possédée. Les boucles d'oreilles clous en or de ma grand-mère, une paire de talons dans lesquels j'avais pratiqué la marche pendant une semaine parce que je n'allais pas trébucher lors de la seule nuit qui comptait. Dans la poche intérieure de mon blazer, un morceau de papier jauni par les plis avec un nom et un numéro de téléphone écrit dans l'écriture d'une femme morte. Richard Fournier, avocat. Je l'avais porté comme d'autres portent une pièce porte-bonheur. Non pas parce que je croyais à la chance, mais parce que je croyais en la femme qui l'avait écrit. Margot était à la table de devant, rayonnante. Elle avait amené 3 de nos designers seniors comme invités. Jeanne était venue aussi dans une robe que je ne lui avais jamais vue porter. Fière comme une poule mère. Ils ont appelé mon nom à 20h47. Victoire Lemoine, cofondatrice du Bois et Lemoine Design Studio. Lauréate du prix 30-30 ans du Lyon Business Journal. La marche jusqu'à la scène a semblé plus longue qu'elle ne l'était. Le projecteur s'est allumé et la pièce s'est brouillée en forme, en chaleur et au son des applaudissements. J'ai ajusté le microphone et j'ai regardé 300 visages. Puis j'ai parlé. Il y a 5 ans, j'avais 340 € et un diplôme d'études secondaires. Quelqu'un en qui j'avais confiance m'a dit que je devrais apprendre un métier parce que je n'avais pas de réel potentiel. Un murmure a parcouru la salle. Il avait tort sur le potentiel, mais il avait raison sur le métier. J'ai appris le métier de construire quelque chose à partir de rien, à partir de plans, de délais et de clients qui avaient besoin de quelqu'un pour voir ce qu'ils ne pouvaient pas encore voir. J'ai fait une pause, j'ai pris une respiration. Je veux remercier ma partenaire Margot Dubois qui ne m'a pas sauvé. Elle m'a engagé. Il y a une différence. Je veux remercier mes professeurs au lycée polyvalent de Poitiers et à l'université de Lyon qui m'ont traité comme si j'appartenais à cet endroit avant même que je ne le croie moi-même. Ma voix s'est stabilisée. Et je veux remercier la femme qui m'a donné mon premier investissement, 12 000 € dans une boîte à couture, et qui m'a appris que vos mains et votre tête sont les seules choses que personne ne peut vous reprendre, ma grand-mère Éléonore. Margot s'est levée, puis la table à côté d'elle, puis la rangée derrière elle. Une ovation debout qui a commencé devant et a traversé la salle comme une vague. Je n'ai pas pleuré sur scène. Je l'ai gardé pour plus tard. À une table près du fond,
quelqu'un filmait avec son téléphone. C'était tante Hélène. Elle était venue. Je lui avais envoyé une invitation 3 semaines plus tôt, le seul membre de la famille que j'avais contacté. Elle pleurait ouvertement, sans se soucier d'essuyer son visage, tenant fermement le téléphone à 2 mains. Elle a envoyé la vidéo à Diane ce soir-là. Je n'ai pas nommé mon père. Je n'ai pas nommé Marc. Je n'avais pas à le faire. Toute personne qui connaissait l'histoire comprenait chaque mot. Et ceux qui ne la connaissaient pas, ils ont juste entendu une jeune femme qui avait gagné sa place. C'était suffisant. La lettre est arrivée le jeudi suivant. Pas d'adresse de retour, juste l'adresse de mon bureau, écrite à la main sur une simple enveloppe blanche. La façon dont on écrit quand on n'est pas sûr que la personne au bout du fil veuille de vous. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. Le E de Tori qui bouclait, la légère inclinaison vers la gauche qu'elle avait depuis qu'elle était jeune, quelque chose que sa propre mère avait essayé de corriger et avait fini par abandonner. Je l'ai ouverte à mon bureau après que tout le monde soit parti. Chère Victoire, j'ai regardé la vidéo que tante Hélène a envoyée. Je l'ai regardée 4 fois. J'écris ceci à la table de la cuisine, la même table, et je ne pense pas pouvoir m'asseoir ici encore sans entendre ce que vous avez dit sur cette scène. J'ai échoué avec vous. Je dois le dire clairement parce que j'ai passé 5 ans à l'éviter. Votre père a pris la décision, mais je me tenais là et j'ai laissé cela se produire. J'avais peur. J'ai eu peur pendant 26 ans. Peur de sa voix, peur de me tromper, peur que si je parlais, toute la structure s'effondre. Alors, je n'ai rien dit pendant qu'il prenait votre argent, votre confiance et votre place dans cette famille. Et je me disais que c'était pour maintenir la paix. Ce n'était pas la paix. C'était de la lâcheté. Je le sais maintenant. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne pense pas l'avoir mérité. Mais j'ai besoin que vous sachiez. Je vois ce que j'ai fait. Je vois qui vous êtes devenu, et j'ai fini de rester là, près de l'évier, la bouche fermée. J'ai contacté un avocat pour le divorce. Je cherche un appartement. Pour la première fois en 30 ans, je me choisis moi-même. Vous m'avez appris ça la nuit où vous êtes sorti par cette porte. J'aurais juste souhaité qu'il me faille 5 ans pour vous suivre. Votre grand-mère serait fière de vous aussi. Je le sais parce que moi, je le suis. Maman. J'ai posé la lettre sur le bureau en chaîne à côté de la photo encadrée de grand-mère Éléonore, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs que j'avais eu au bureau de Richard Fournier. C'était le deuil du temps perdu, de l'argent, d'un père qui ne me verrait jamais clairement. Celui-ci était différent. C'était le deuil de la relation mère-fille que nous aurions dû avoir. La version où elle se levait à cette table et disait « Non, Gérard. C'est mal. » La version où je n'avais pas à partir pour connaître ma propre valeur. Gérard n'a rien envoyé. Pas de lettre, pas d'appel, pas de SMS, rien. Son ego était le dernier mur debout, et il mourait derrière lui avant de le laisser tomber. Marc a envoyé un seul SMS la nuit après le gala. 5 mots. Félicitations pour le prix, Victoire. Pas d'excuses, pas de responsabilité, pas de reconnaissance des 175 000 €, des menaces, des années de silence. Juste 5 mots qui ne lui coûtaient rien et signifiaient à peu près la même chose. J'ai relu la lettre de ma mère 3 fois de plus. Puis je l'ai posée sur mon bureau à côté de la boîte à couture et de la photo, le petit ensemble sacré de choses qui venaient de personnes qui, à leur manière, avaient cru en moi. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Je n'étais pas prête. Mais je n'ai pas jeté la lettre. Ça, c'était nouveau. Laissez-moi vous dire où tout le monde a fini parce que je pense que vous méritez le tableau complet. Gérard Lemoine a pris une retraite anticipée 6 mois après notre réunion de conférence. Bien que retraite soit un mot généreux. Son entreprise a réduit son département et à 55 ans avec un 401K vidé et une maison refinancée, il n'avait pas le levier pour négocier. Il vit seul dans la maison de Clermont-Ferrand maintenant. La peinture s'écaille sur les volets qu'il repeignait chaque printemps. Les Dupont vivent toujours à côté. Carole a dit à tante Hélène que Gérard ne sortait plus beaucoup. Quand les gens lui demandent de mes nouvelles, et ils le font de plus en plus souvent, il change de sujet. Il ne s'est jamais excusé. Marc travaille chez un concessionnaire automobile à Vichy, fictif pour Middleton, vendeur. Il a 26 ans et vit dans la maison avec Gérard.
où il y vivait jusqu'à ce que Gérard cesse de lui parler après que la vérité sur le MBA soit sortie. Il n'a jamais terminé son diplôme. Il n'a jamais construit la start-up. Il a dépensé 175 000 € de mon avenir en une BMW en leasing, un appartement dans la presqu'île, et des boissons au bar à Manhattan. La dette de carte de crédit est toujours à 60 000 €. Il est en plan de paiement. Il ne s'est pas excusé non plus, bien que tante Hélène dise qu'il est plus silencieux qu'avant, moins sûr de lui. Que ce soit de la croissance ou simplement de la défaite, je ne peux pas le dire. Ma mère a déménagé en juin. Elle a loué un appartement d'une chambre à Saint-Cyr-sur-Loire, fictif pour Rocky Hill, petit, propre, le sien. Elle a trouvé un emploi à temps plein dans un cabinet de comptabilité et s'est inscrite à un certificat de tenue de livre au lycée professionnel de Tours, fictif pour Middlesex Community College. Il y a une ironie là que je n'ai pas besoin d'expliquer. Diane Lemoine, à 53 ans, apprend un métier. Et pour la première fois de sa vie, elle a un compte bancaire avec seulement son nom dessus. Je pense à cela plus que je ne l'aurais cru. Quant à moi, je suis toujours au 14e étage. L'entreprise grandit. Nous avons signé 2 nouveaux clients le mois dernier, un groupe hôtelier à Saint-Malo, fictif pour Newport, et un campus de coworking à Caen. Margot et moi parlons d'ouvrir un 2e bureau à Poitiers, ce qui semblerait être un moment de cercle complet étant donné que c'est là que j'ai commencé avec un lit superposé et un tablier de barista. La boîte à couture est toujours sur mon bureau. Le document de fiducie est dans mon coffre-fort. Le dossier UTMA est toujours dans le tiroir, intact. Et la lettre de ma mère, pliée en 2, glissée dans son enveloppe blanche unie, est posée sur le coin de mon bureau, là où je peux la voir chaque matin. Je n'ai pas encore répondu, mais la lettre est toujours là, et moi aussi. Les gens me demandent si je suis en colère. Je l'étais pendant environ 2 ans. La colère était le moteur qui faisait tout fonctionner. Elle me faisait sortir du lit à 5 heures pour le quart de travail matinal au café. Elle me gardait à mon bureau jusqu'à minuit, refaisant un design qui était déjà assez bon, mais qui devait être incontestable. La colère est un excellent carburant, efficace, chaud, disponible en quantité illimitée. Quand votre famille vous donne une raison, mais la colère a une durée de vie. Si vous la laissez tourner trop longtemps, elle cesse de vous pousser en avant et commence à vous ronger de l'intérieur. Quelque part en année 3, peut-être cette nuit sur le parking, peut-être le matin où Margot m'a offert le travail, la colère n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Elle s'est transformée en quelque chose de plus calme, de plus stable, moins comme un feu et plus comme une fondation. Je ne raconte pas cette histoire pour la sympathie. J'ai construit une bonne vie, et je l'ai construite les yeux ouverts. Je la raconte parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est assis à une table de cuisine et se fait dire qu'il n'a pas de potentiel. Quelqu'un dont le parent signe l'avenir et appelle cela un investissement intelligent. Quelqu'un dont la mère fixe le sol en choisissant le silence plutôt que son propre enfant. Et la personne à cette table, celle qui est rejetée, commence à le croire. Ne le croyez pas. Mon père m'a pris 175 000 €. Mais le vrai vol n'était pas l'argent. C'était les années que j'ai passées à me demander s'il avait raison. Cette voix, peut-être qu'il a raison. Peut-être que je ne suis pas assez. Peut-être que la fille qui dessine des images ne mérite pas une place à table. C'était la chose que je devais payer. Et les intérêts sur le doute de soi se composent plus vite que n'importe quel compte bancaire. Je l'ai remboursé. Non pas avec vengeance, non pas avec dépit, mais par le travail, par la preuve, par le genre de silence qui ne vient que de la connaissance de sa propre valeur. La meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est le son d'une vie bien construite, entendue par ceux qui avaient parié contre vous. J'ai écrit la lettre un mardi soir, pas au bureau, à la maison, dans mon appartement à Vichy, fictif pour West Hartford. Une chambre, une petite cuisine, un salon avec une étagère que j'avais construite moi-même à partir d'un kit, et un fiddle leaf figuier lyre, que Margot jurait que je tuerais en un mois, mais qui était, d'une manière ou d'une autre, toujours en vie 7 mois plus tard. Modeste, le mien, chaque mètre carré gagné. Je me suis assise à la table de la cuisine, une table différente, une table que j'avais choisie, avec une feuille de papier blanc et un stylo, et j'ai écrit à ma mère. Je ne l'ai pas ébauché. Je ne l'ai pas révisé. J'ai juste écrit. Maman, j'ai reçu ta lettre. Je l'ai lue plus de fois que je ne l'admettrai probablement avec vous. Je ne suis pas prête à parler tout de suite. Je ne sais pas quand je le serai.
Je ne vais pas vous mentir à ce sujet parce que je pense que nous avons tous deux eu assez de personnes qui disent ce qu'elles ne pensent pas dans cette famille. Mais je veux que vous sachiez ceci. Le fait que vous recommenciez à 53 ans, que vous ayez signé un bail, ouvert votre propre compte bancaire, et vous soyez inscrite à un programme de certificat. Cela demande plus de courage que tout ce que j'ai fait. J'ai construit une entreprise avec 12 000 € par dépit. Vous êtes en train de reconstruire une vie après 30 ans de silence. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile. Je pense que c'est le vôtre. Grand-mère serait fière de toi aussi. Je le sais, Victoire. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe, j'ai écrit l'adresse de Saint-Cyr-sur-Loire au dos, et j'ai collé un timbre dans le coin. Je l'ai posé sur la table près de la porte d'entrée, l'endroit où je laisse mes clés, mon badge, les choses que je dois prendre en partant le matin. Je n'ai pas écrit à mon père. Peut-être un jour, mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Et j'ai appris à ne pas forcer l'ouverture pour les personnes qui les ont claquées au visage. Je n'ai pas non plus écrit à Marc. Il y a une différence entre une porte qui est fermée et une porte qui n'a jamais été réelle. Marc et moi n'avons jamais eu de relation. Nous avions un arrangement et il tenait toujours les meilleures cartes. S'il vient un jour me voir avec des excuses qui ne commencent pas par un signe $, j'écouterai. Mais je ne vais pas retenir mon souffle. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est une porte. Je ne l'ouvre pas encore. Mais pour la première fois en 5 ans, je ne la barricade pas non plus. Alors voilà mon histoire. Un père qui a choisi son fils. Une mère qui a choisi le silence. Un frère qui a choisi lui-même. Et une fille qui a choisi de partir et a ensuite choisi de construire. Je ne vais pas rester ici et vous dire que tout s'arrange. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai eu de la chance d'une manière que je peux mesurer. Une grand-mère qui avait prévu à l'avance. Un mentor qui a vu ce que ma famille a refusé de voir. Une obstination avec laquelle je suis probablement né. Et j'ai eu de la malchance de la manière qui compte le plus. J'ai perdu ma famille avant d'être assez âgé pour comprendre ce que cela me coûterait. Mais si vous êtes celui qu'ils ont ignoré, celui qu'ils ont sous-financé, sous-estimé, rejeté, je ne vais pas vous dire que ce sera facile. Je ne vais pas vous promettre un bureau d'angle ou un trophée en cristal ou une salle de conférence avec vue. Ce n'est pas le but. Le but est celui-ci. Le moment où vous arrêtez d'attendre qu'ils voient votre valeur et commencez à construire la vôtre, c'est le moment où tout bascule. Pas l'argent, pas le titre, pas le nom sur le mur, vous. Vous êtes ce qui change. Et une fois que vous l'avez fait, personne, pas votre père, pas votre frère, pas la voix dans votre tête qui ressemble aux deux ne peut vous enlever cela. J'ai 23 ans. J'ai une entreprise, une partenaire en qui j'ai confiance, un bureau avec une boîte à couture dessus, et une lettre que je n'ai pas encore envoyée posée près de la porte. Demain matin, je prendrai mes clés, j'attraperai cette enveloppe et je la déposerai dans la boîte aux lettres au coin de la rue de Farmington et de rue de l'Avenir, fictive pour Farmington et South Main. Ensuite, je conduirai au travail.